Quelle stratégie l'Ukraine va-t-elle adopter pour cette troisième année de guerre qui débute? Comment l'armée ukrainienne, qui est en grande difficulté, peut-elle inverser la tendance face aux forces russes? Décryptage avec nos invités. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous en direct, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur du blog Ne pas subir. Et puis le général français Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Bonsoir à tous les deux. Jérôme Pellistrandi, on commence par l'actualité. Sur quoi peut déboucher, selon vous, cette conférence de Paris? Alors d'abord, c'est un signal politique qui est envoyé bien sûr à l'Ukraine et au président Zelensky et à son opinion publique, mais c'est aussi un message qui est envoyé directement à la Russie, à Vladimir Poutine, pour dire que les Européens ne laisseront pas tomber l'Ukraine. Et ça, c'est, je pense, l'élément le plus important dans le contexte actuel qui est effectivement extrêmement délicat pour l'Ukraine, avec une Russie qui n'a pas changé dans ses objectifs de guerre. Et d'autant plus, Guillaume Ancel, que l'aide américaine est toujours bloquée en ce moment. Oui, c'est bien ça le grand changement sur le front ukrainien, c'est que depuis octobre avec la guerre au Proche-Orient, l'aide américaine a beaucoup diminué et depuis le début de la campagne présidentielle aux États-Unis, là c'est une catastrophe, il n'y a quasiment plus d'approvisionnement. Les Américains continuent à aider en termes de renseignement, de formation, mais ils n'approvisionnent plus, en particulier dans les domaines les plus sensibles qui sont les munitions d'artillerie et le matériel lourd militaire que ne savent pas encore produire en grande quantité les Européens. Et en effet, pas une pièce d'armement américain n'a été livrée à Kiev depuis 2 mois. La Maison-Blanche se heurte à ce blocage des Républicains. Alors où sont passées toutes les armes promises par les Occidentaux? La moitié du matériel, munitions et véhicules sont livrés avec du retard. C'est en tout cas ce que regrette le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov. Et il y a quelques minutes, voilà ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. L'Ukraine n'a reçu que 30% des obus d'artillerie promis par l'Union européenne. On fait le point donc sur ces armements et ces armes qui ne viennent pas, avec Guillaume Villadier. C'est l'un des fleurons de l'industrie militaire allemande. Un blindé capable de tirer 10 obus à la minute, d'atteindre des cibles à 40 km et de rouler à 60 km/h malgré ses 57 tonnes. Roman et ses artilleurs en sont très fiers. Sur le front de Bakhmout, le PZH 2000 a fait ses preuves, mais le stock de munitions s'amenuise de jour en jour. Mon entrepôt était plein de munitions, il y en avait des centaines. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 20%. Et les livraisons sont beaucoup moins fréquentes qu'avant. La ville d'Avdiivka serait-elle tombée si l'artillerie ukrainienne n'avait pas été obligée de limiter ses tirs et de rationner ses obus? Roman se pose la question. Je ne sais pas ce qui va se passer s'ils arrêtent les livraisons de munitions. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux même pas croire que cela puisse arriver. Après avoir livré massivement des armes à l'Ukraine dans les premiers mois de la guerre, les alliés occidentaux tergiversent désormais à valider de nouvelles aides militaires. Et même quand ils s'engagent, les livraisons semblent loin d'être automatiques. 50% de ces engagements ne sont pas livrés dans les temps. Et à cause de ces retards, nous perdrons des gens, nous perdrons des territoires. C'est une guerre où les forces alliées doivent être approvisionnées à temps. Le président Zelensky a plusieurs fois lié l'échec de la contre-offensive de l'année dernière à ces retards de livraison. Exemple parmi d'autres de ces armes qui se font ou se sont fait attendre, les chars Abrams. Washington avait promis il y a 1 an d'en envoyer 31 à Kiev, l'équivalent d'un bataillon, avant de laisser planer le doute pendant plusieurs mois sur le calendrier de livraison. Les premiers chars américains Abrams sont déjà en Ukraine. En septembre 2023, Kiev confirme la livraison, mais il faudra encore attendre 5 mois pour que l'armée ukrainienne diffuse vendredi dernier les images d'un char américain en action près d'Avdiivka. Bien sûr, tout ce que nous fournissons est insuffisant. Nous aurions besoin de beaucoup plus de munitions, de beaucoup plus de défense aérienne et de beaucoup plus d'artillerie. Malheureusement, beaucoup de ces choses ne peuvent plus être trouvées dans nos stocks. Nous devons les fabriquer maintenant. Les 27 pays de l'Union européenne avaient promis 1 million d'obus avant mars 2024. Seules 300 000 pièces sont arrivées en Ukraine. Problème, Kiev aurait besoin d'environ 3 millions d'ogives par an pour tenir le rythme imposé par Moscou.
Jérôme Pellistrandi, comment expliquer cet état de fait? On vient d'entendre cette représentante allemande. L'Europe, les Occidentaux n'arrivent plus à suivre. Il faut fabriquer des munitions. Oui, alors en fait, il y a énormément de raisons qui aboutissent à ce manque de munitions. D'abord, il faut bien comprendre aussi que même si on a les le même calibre de canon, eh bien, les obus pour, par exemple, les obusiers allemands ne sont pas forcément compatibles avec les obusiers français. Et donc, ça veut dire qu'il faut des flux spécifiques pratiquement à chaque type d'armement. Ensuite, effectivement, il y a la problématique de la montée en puissance de l'industrie européenne. Je prends un cas très concret. Jusqu'à présent, la France fournissait 1000 obus par mois pour l'Ukraine. Nous en sommes désormais à 3000, mais on voit bien que les besoins sont bien supérieurs. Donc il y a toute cette montée en puissance industrielle, et ça prend du temps, et c'est bien l'un des objectifs qui va être discuté ce soir avec la vingtaine de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et en attendant, l'armée russe avance. Les forces ukrainiennes ont annoncé ces dernières heures s'être retirées du village de Lastochkine, c'est dans l'Est, dans la région d'Avdiivka. Guillaume Ancel, le manque de munitions, de véhicules explique-t-il à lui seul l'échec de la contre-offensive ukrainienne? On a par exemple eu cette phrase ce week-end assez énigmatique du président Zelensky qui dit en fait les Russes, tout simplement, ils avaient nos plans. Comment l'expliquer? Non, en fait, là, il y a une petite confusion. L'échec de la contre-offensive ukrainienne est dû à plusieurs facteurs, dont les retards de livraison des Européens, mais aussi au manque de bras des Ukrainiens. Et puis, il y a des erreurs tactiques qui font que les Ukrainiens ont essayé d'user la ligne russe, alors que user l'armée russe, à mon avis, n'était pas une très très grande idée. Mais les Ukrainiens ont beaucoup reproché aux Occidentaux de leur donner des conseils, mais de ne pas venir se battre avec eux. Et donc là, maintenant, ça devient une question cruciale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour empêcher la Russie d'écraser l'Ukraine et d'agresser ensuite toute l'Union européenne, alors que nous devrions nous douter que les Ukrainiens seuls auront le plus grand mal à gagner cette guerre. Je rappelle que l'Ukraine est 4 fois moins importante que la Russie. Donc, quand vous dites jusqu'où, vous avez une réponse, un début ou envoyer des forces? Parce que aujourd'hui, les Européens planchent essentiellement sur le fait de pouvoir produire beaucoup plus d'armements et de munitions. Ça, c'est un aspect de la guerre. Mais est-ce qu'à un moment, on ne doit pas envoyer des brigades internationales pour venir au secours? Je rappelle que l'exemple qui avait été pris pour la contre-offensive, la référence que prenaient les Alliés, c'était le débarquement de Normandie. Et quand nous avons dit aux Ukrainiens que c'était une erreur de leur part de ne pas se concentrer sur des points très faibles, ce qu'on appelle la concentration des forces dans l'art de la guerre, les Ukrainiens nous ont répondu un peu acidement que pendant le débarquement, les Américains ne s'étaient pas contentés de nous fournir du matériel. Guillaume Ancel, sous quel drapeau ces brigades? Alors, à mon avis, ces brigades, il ne faut surtout pas qu'elles représentent un pays, sinon ce serait une agression, ou plutôt Poutine essaierait de le retourner comme une agression directe. Mais former un corps expéditionnaire international sous la bannière, de volontaires internationaux serait une bonne réplique à ce qu'a fait Poutine depuis 2014, où je rappelle qu'il conduisait la guerre en Ukraine sans qu'il y ait l'armée russe. Donc ce serait juste un rendu de la monnaie, et entre 50 et 70 000 hommes renverseraient totalement le front en Ukraine. Donc à un moment, l'Europe devra choisir entre faire la guerre par procuration, même en fournissant beaucoup d'armes, ou s'impliquer directement pour sa sécurité. Jérôme Pellistrandi, une réaction peut-être à l'analyse de Guillaume Ancel, ou en tout cas à cette idée d'envoyer des brigades étrangères sur le sol et sur le front? Non, je ne suis pas favorable à ce type d'engagement. Il y a déjà eu au début de la guerre des mobilisations de combattants individuels, dont des Français qui sont allés sur la ligne de front. On rentre dans quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Ensuite, il faut bien comprendre que les armements qui sont désormais en place sont des armements qui sont complexes. Donc, ces armements, ils nécessitent d'abord de l'entraînement, de la formation. C'est là aussi l'un des problèmes de l'armée ukrainienne, qui, malgré son courage et sa bonne volonté, n'a pas toujours eu le temps nécessaire pour se former. Donc il faut à la fois, il faut rester prudent parce qu'on a une Russie qui est extrêmement agressive. Il faut donner tous les moyens militaires avec peut-être davantage de transfert d'armement. Et puis cette montée en puissance des industries, ils sont absolument indispensables. Il faut des capacités supérieures de production de munitions. C'est ce qui va être nécessaire pour les
semaines et mois à venir pour que les Ukrainiens puissent tenir sur la ligne de front. Alors dans un instant, je vous interrogerai tous les deux sur la question des Mirage 2000 français, ces avions de combat. Mais d'abord, Jérôme Pellistrandi, certains observateurs disent que l'armée russe, depuis quelques mois maintenant, combat au front avec la tactique du groupe Wagner. Est-ce que vous faites un lien de cause à effet entre les attaques russes et les assauts russes et ce changement de stratégie qui se rapprocherait de celle de Wagner? Moi, je dirais que l'armée russe et le combat, en fait, dans la tradition soviétique, c'est-à-dire celle de l'armée rouge, donc des luges de feu, et puis de l'infanterie à pied qui va essayer de conquérir. Donc, on n'hésite pas à envoyer les fantassins comme chair à canon. Donc, je pense qu'il faut plutôt parler de tactique soviétique. Donc une tactique où la vie du soldat n'a aucune valeur au regard du maître du Kremlin. Et Guillaume Ancel, sur la question des Mirage 2000, donc Volodymyr Zelensky dit qu'il y a des discussions en cours avec la France. Ce sont des avions de combat. Est-ce réaliste? Est-ce possible? Alors qu'on n'a toujours pas vu en action, dites-moi si je me trompe, les F-16 américains qui pourtant ont pour certains été livrés? Oui, c'est vrai que les F-16 sont en cours de livraison. Je rappelle qu'on parle de quelques dizaines, d'une soixantaine d'avions. C'est pas forcément ça qui renversera le front. Livrer des Mirage 2000 serait tout à fait possible puisqu'on les a en stock et qu'ils doivent être retirés du service. Mais comme le rappelait Jérôme tout à l'heure, il y a le temps de la formation qui est très spécifique. Ce sont évidemment pas les mêmes avions que les F-16. Est-ce que ce serait suffisant pour renverser le front? Encore une fois, je n'y crois pas, car tout à l'heure, quand je parlais de brigade, évidemment, c'était pas des volontaires qui seraient tirés de nulle part, mais bien à partir de soldats professionnels qui sont dans nos propres unités et qui sont au top de la formation et de l'expérience militaire. Guillaume Ancel, on a Kirillo Boudanov, le directeur du renseignement militaire ukrainien, qui s'est adressé aux autorités russes dans un message vidéo. Il annonce, je cite, de nouvelles surprises et déconseille d'emprunter le pont de Crimée. Comment interprétez-vous cette déclaration, alors même que justement le but, c'est de ne pas donner des pions à son adversaire? Les Ukrainiens ont toujours considéré que, bien sûr, la Crimée leur appartenait et que Poutine n'avait pas le droit de dire que le pont qui relie la Crimée à la Russie était le pont de Poutine. Et donc le détruire serait d'autant plus important que, outre l'aspect symbolique, c'est un lien essentiel en termes de logistique. Or, sur ces guerres très intenses, on parle de logistique qui sont en dizaines de milliers de tonnes par jour. Donc d'attaquer le pont de Kerch, c'est menacer les Russes et puis menacer aussi leur susceptibilité, de leur montrer que rien n'est inatteignable dans cette guerre, puisque jusqu'ici Poutine avait montré que vraiment pour lui c'était une ligne rouge, la Crimée et en particulier ce pont. Et donc il est normal que les Ukrainiens le menacent au même titre qu'ils sont menacés tous les jours par les bombardements russes. Jérôme Pellistrandi, quelle stratégie l'Ukraine peut-elle adopter pour inverser la tendance? Rappelons qu'il y a tout de même un front à défendre de 1200 km. Alors tout d'abord, je partage absolument l'avis de Guillaume sur le pont de Kerch. En fait, les Ukrainiens doivent simultanément tenir la ligne de front terrestre. Donc là, il faut tenir. On est comme en 1915, c'est la guerre des tranchées. Et puis de l'autre côté, des stratégies périphériques, et notamment cibler la Crimée, cibler le pont de Kerch et tout ce qui peut servir à la logistique russe, y compris notamment les raffineries, avec des attaques de drones. Donc effectivement, on va avoir cette stratégie hybride de la très haute intensité sur la ligne de front, et puis essayer de perturber au maximum le système logistique russe, donc dans la profondeur, en tout cas, du côté de la Crimée et aux alentours donc de... Et ça va tenir jusqu'à quand, selon vous? C'est bien la question, et en fait, on s'oriente d'ores et déjà, on parle d'une guerre qui se prolongera en 2025. Donc aujourd'hui, en fait, tant que Poutine est au pouvoir, la guerre va durer. Merci beaucoup Jérôme Pellistrandi pour votre analyse. Merci Guillaume Ancel également de nous avoir donné des clés de réflexion donc après ces 2 années de guerre et cette 3e qui débute.